pouvoir commencer. Donc, bienvenue, merci à toutes et tous d'être présents pour cette table ronde qui va porter sur un sujet à la fois très large et très d'actualité en même temps, puisqu'on va parler de propagande, de censure et de vérité, et plus particulièrement parler du journalisme de guerre sous l'angle justement de la fabrique de l'information, mais également de sa valeur en temps de guerre. On a donc un titre, vous le voyez, qui est très ouvert, qui fait sans doute écho aussi à un leitmotiv récurrent qu'on ressort pendant les guerres et que Hervé Broussini va déconstruire ou peut-être remettre en perspective, qui est ce leitmotiv un peu éculé qui dit que la vérité est la première victime de la guerre. Alors bien sûr, il est vrai que l'exigence de vérité, elle est clairement rudement mise à l'épreuve dans la guerre, puisqu'elle est au mieux écartelée entre deux interprétations antagonistes des événements, celle des belligérants, et au pire, elle est purement et simplement remplacée par la propagande de guerre et par ses corollaires, la censure, la désinformation, ou l'usage systématique d'une industrie du mensonge pour venir justifier les positions du belligérant ou dénigrer celles de son adversaire. Et pour ces différentes raisons, pour reprendre une expression de Jean-Paul Marthoz, la guerre est l'un des plus grands tests pour le journalisme, tant elle met justement en tension les pratiques et la déontologie du ou de la journaliste. Elle met en tension son rapport à la restitution des faits, son rapport à l'impartialité, à l'objectivité, a fortiori bien entendu quand son propre pays est impliqué dans la guerre ou que le conflit a lieu sur son propre territoire. Et la relation aux autorités politiques et militaires, le risque d'instrumentalisation de la presse, la manipulation d'informations qui vont être confidentielles, ou la limite jusqu'où informer le public vont devenir des enjeux de négociation quotidiens pour le journalisme dans la production de l'information sur le conflit. Alors juste pour faire un petit écho à l'atelier de ce matin, qui était un peu le pendant académique de notre panel du jour, la guerre, justement, par la violence politique et la polarisation sociale qu'elle génère, elle est aussi un puissant révélateur de certaines pratiques journalistiques, parce qu'elle cristallise les tensions à l'œuvre dans l'exercice quotidien du journaliste et de son indépendance, ou justement de sa dépendance éditoriale. Alors moi-même, je suis pas du tout journaliste, mais j'ai travaillé sur un type un peu particulier de journaliste, puisque j'ai étudié le processus de production de l'information dans un média d'influence qui est la chaîne russe Russia Today. Donc c'est peut-être pas tout à fait le même genre de journaliste, on verra avec vous. Mais justement, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que c'est justement dans sa couverture de la guerre, et notamment des guerres impliquant naturellement la Russie, qu'un média comme RT va révéler de manière la plus évidente sa nature propagandiste, sa nature de média d'influence au service de l'État. Juste pour vous donner deux citations, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de le faire, de Margarita Simanian, qui est la rédac-chef de RT, et je trouve qu'il renvoie très bien à notre titre aujourd'hui. En 2013, Simanian disait, je cite, « Il n'y a pas d'objectivité, il y a autant d'approximation de la vérité qu'il y a de voies possibles », ce qui est un des credos récurrents de cette vision très relativiste de l'espace médiatique international. Et là, il y a quelques semaines, le 11 avril plus précisément, après avoir pendant des années dénoncé l'hypocrisie et la censure des sociétés occidentales, Simonian fait désormais l'apologie de la censure, du contrôle de l'information, sans lequel, selon elle, je cite, « un grand État ne peut exister ». Alors, c'est très assumé de sa part. Maintenant, je vais vous donner justement la parole, puisque je vais vous demander en fait de vous plier en fait à ce jeu en évoquant vos propres pratiques journalistiques, votre propre bricolage dans le traitement ou la couverture d'un événement aussi particulier que justement la guerre, que ce soit au front ou à l'arrière d'ailleurs, que ce soit sur place ou à distance, pendant ou après le conflit. Je pense que Manon Loiseau nous parlera de ce qu'elle appelle les à-côtés de la guerre. Et donc je vais les présenter. Donc nous avons Hervé Broussini, qui est journaliste. Vous avez entre autres dirigé le site de France Télévisions. Vous êtes président du prix Albert Londres, dont vous avez été d'ailleurs lauréat en 1991, qui est la date de ma naissance. Et vous êtes, on m'a dit... Merci. Pourquoi cette remarque? C'est
Parce que je m'en souvenais pas tout simplement. Et on m'a dit que vous étiez surtout l'un des plus grands amis des assises du journalisme. Le plus grand. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de RFI en russe depuis janvier 2022. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Je vais balancer un petit... J'ai un sens du timing inné. Et vous avez... C'est le mot, ouais. Vous avez longtemps, je rappelle que oui, RFI en russe a été bloqué par la Procurature générale de Russie le 15 avril dernier, je pense qu'Elsa nous en reparlera. Et vous avez longtemps travaillé pour les bureaux Europe et Asie centrale de Reporters sans frontières, puis pour le bureau Russie de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières et d'Oxfam, si je ne me trompe pas. Élodie Martinez, vous travaillez à l'AFP, où vous êtes responsable mondial de la formation à l'investigation numérique. Vous avez aussi dirigé l'équipe de vérification de l'AFP pour l'Amérique latine et l'Espagne, et vous collaborez, et vous nous en parlerez avec AFP Factuel, qui est la cellule de fact-checking ou de vérification des faits de l'AFP, et vous avez notamment beaucoup travaillé sur la guerre en Ukraine. Et enfin, Manon Loiseau, vous êtes grand reporter, documentariste, spécialiste aussi de la Russie et de la Tchétchénie. Vous avez réalisé de nombreux films sur des théâtres de conflit ou de post-conflit, en vous concentrant justement sur ces à-côté. Et vous êtes également lauréate du prix Albert Londres. Donc nous avons 2 lauréats du prix Albert Londres en 2006. Et vous présidez cette année les Assises de Tours. Alors, je vais peut-être vous poser quelques petites questions pour lancer la discussion. Et puis je vous laisse ensuite répondre entre 5 et 10 minutes. Sentez-vous très libre. Ensuite, on donnera la parole à la salle. Moi, ce qui m'intéresserait justement, c'est que pour une fois que c'est moi qui pose des questions à des journalistes, ça fait du bien. Que vous nous parliez justement de ce bricolage en fait quotidien que vous avez pu, à vos différentes fonctions, mettre en place dans le traitement de la guerre justement. Comment vous couvrez les événements dans un contexte d'extrême polarisation narrative et de massification de ces pratiques propagandistes qui sont presque inhérentes en fait à la conduite de la guerre. Quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est quel choix sémantique vous faites. On en vient d'en parler d'ailleurs dans le panel précédent, c'est-à-dire que comment vous interprétez, comment vous mettez en mots la parole des acteurs de la guerre. D'ailleurs, à qui choisissez-vous de parler et comment vous mettez en récit 2 interprétations antagonistes des événements. Est-ce que vous avez même peut-être très précisément traversé des dilemmes de type sémantique lorsqu'il s'agit de parler d'un événement en particulier? Comment est-ce qu'on mène aussi son travail de journaliste malgré le poids moral et la charge émotionnelle d'un tel événement? J'ai vu vos documentaires, évidemment, la place de l'émotion est très présente, c'est-à-dire que quelle place il faut donner aux émotions dans la couverture de la guerre, qu'elles soient négatives comme l'effroi, la répulsion, ou qu'elles soient plutôt positives comme le courage, l'empathie, la compassion. Et le corollaire, c'est quelle est la place pour le journalisme d'opinion ou même du journalisme engagé dans la couverture de la guerre. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'il est possible, voire souhaitable, de ne livrer que les faits, sans interprétation politique, sans donner son opinion? Et est-ce que le rôle du journaliste est de contrer la désinformation aussi dans la guerre? Là, la question évidemment est sans doute plus pour Élodie. Mais si oui, de quelle manière le faire? Voilà. On va commencer avec vous, Hervé. Oui, parce que vous allez nous donner... On commence par la première question. Ne partez pas. Vous allez nous donner une perspective historique sur ce rapport à la vérité dans la guerre. Je vais tenter parce que, étant donné la pression féminine qui s'exerce sur moi, je fais attention. Oui, j'ai toujours été une victime de ce point de vue. Et donc, je trouve que c'est intéressant, puisque vous parlez de bricolage, de voir le super bricoleur dont nous portons le nom, Manon et moi, c'est-à-dire Albert Londres, finalement un des premiers grands bricoleurs d'infos, mais pas au sens de bricoler une vérité, suspecte, au sens de se coltiner aux choses et de voir comment on fait. Et alors, je ne résiste pas au plaisir, parce que franchement, là, je vibre un maximum, de vous montrer des images qu'on n'a encore jamais vues. Donc, je suis ravi que vous en soyez
les premiers témoins. C'est pas moi qui l'ai découvert, j'aurais dû me l'approprier, mais bon, je ne ferai pas. Vous savez qu'il y a une maison actuellement qui s'appelle Gédéon qui fait un documentaire sur Albert Londres, et il se fait qu'ils ont découvert, on va le mettre en grand écran, vas-y, ça. Alors, juste, c'est Albert Londres en 1917 dans les tranchées. Ah pardon monsieur, vous avez raison, c'est un métier. Et donc, Albert Londres est dans les tranchées, on est en 1917, c'est lui qui est là. Il aime toujours avoir un accoutrement un peu particulier par rapport aux autres. Il a ce qu'on appelle une casquette anglaise, la capote sur les épaules. Bref, il séduit. Il aime ça, mais en même temps, il est en situation difficile parce que à ses côtés, les généraux, les officiers n'aiment pas trop ce journaliste qui est là. Ils ont dû signer avec quelques autres des documents, et c'est là qu'on est dans notre sujet, comme quoi ils ne sortiraient pas trop de la route, qu'ils suivraient un petit peu ce qu'on leur dit de dire, et donc ils sont très contraints. Et là, ces images sont tournées quelques semaines avant l'éviction d'Albert Londres, parce qu'il va commencer à ruer dans les brancards. Un soir, il rentre trop tard par rapport aux heures qui ont été définies par l'état-major. Et puis derrière, il y a une dispute, et puis on va le virer. On va le virer de ce qu'on appelait la mission des journalistes. Et donc, il va se raccrocher aux branches quelques semaines plus tard. Mais c'est un sale coup pour le reporter de terrain Albert Londres qui va, en quelque sorte, pas assister à quelques épisodes importants de cette Première Guerre mondiale. Et il va se retrouver sur le front anglais. C'est là qu'il va recommencer à faire son travail de reporter de guerre. Alors, on va regarder ça parce que ça bouge. C'est là où c'est formidable. Et là, il n'y a pas de son. Parce que ce qui manque encore, c'est la voix d'Albert. Donc voilà, on voit Albert. Vous imaginez ce qui... c'est d'une émotion absolue. Moi, je suis mort là. Là, Albert, encore. Et donc, c'est intéressant parce qu'on sent effectivement la rudesse qu'on connaît bien. Hein. Il y a la boue, il fait froid. Et voilà, c'est très fugitif. On va le remettre un petit peu avant parce que là, j'ai une impression de trop court. Voilà, remets encore un tout petit peu avant. Voilà, là. Donc, c'est une séquence en fait qui est tournée par le cinéma aux armées, car à l'époque, il y a déjà des opérateurs, films. Il y a Étienne Monchette qui est là de Retro News, il connaît ça par cœur, donc je fais gaffe à ce que je dis. Et donc, Albert est là, il fume, ce qui ne serait plus aujourd'hui permis. Albert, ce n'est pas bien. Et donc, voilà, il va passer ici. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de vous montrer cette atmosphère de guerre, avec une référence, voilà, on peut stopper, du grand reportage, qui en plus est face à un ordre officiel. On ne dit pas ce qu'on ne doit pas dire. Vous savez qu'à l'époque, on a même trouvé le moyen de sortir des papiers du genre que les armes allemandes étaient une camelote pure et simple. Article bien connu, la camelote allemande. C'est-à-dire que quand vous prenez une balle, elle vous caresse. À la limite, elle vous fait rire. Et d'ailleurs, les convois de blessés, où on voit des gens avec des pansements, ben non, ce sont des gens qui sourient, ce sont des trains de la foire. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a écrit ça, et donc, je veux dire, l'irrationnel le plus total ne date pas d'aujourd'hui, avec ce que nous pouvons voir dans un conflit qui est voisin. Alors, quand on parle à la télé, je vais aller vite, quand on parle à la télé et dans des assemblées aussi doctes que la nôtre, on aime à citer cette parole que tu as citée, c'est-à-dire que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et qui c'est qui a dit ça? Je ne me rappelle pas. Ah. Peut-être personne. Si, il y a quelqu'un. Il y a un coupable. Ah, Kipling. Kipling. Eh bien non, ça n'est pas Kipling. C'est qui? Bravo. Et qui était Snowden? Non, il a été chancelier de l'échiquier. Et c'était même le premier travailliste à l'avoir été. Et pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Parce qu'il est
Lui, il a dit Churchill, encore pire. Moi, je balance. Hein. Maintenant, je n'ai plus aucune pitié. C'était même attribué à Henri Origini. Exact. Alors, c'est vous dire. Comme quoi, il se dit vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, je ne vois pas de qui vous parlez. Et donc, Snowden écrit ça en ouverture, en préface d'un livre d'un autre homme né anglais, né en Belgique, et très préoccupé par ce qui se passe au Congo. Il s'appelle Edmund Dean Morel. Edmund Dean Morel, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a écrit un livre qui s'appelle Vérité et guerre. Et c'est un livre extraordinaire. Eh bien, ce qui est un peu triste, c'est que nous, les journalistes qui aimons parfois, comme moi, quand on veut se la péter, faire une citation, c'est de ne jamais savoir réellement de qui elle est, et que quand on va y voir, de trouver des racines absolument enrichissantes pour l'intelligence de la situation d'aujourd'hui, à savoir effectivement la censure et la propagande. Il y a là quelque chose d'un peu lamentable pour cette corporation qui prêche la rigueur de l'information. Et cette rigueur de l'information, d'où vient-elle? Elle vient d'un général que j'aime à citer, parce que c'est un camarade que nous voyons souvent lors de nos études. Quand on a fait des lettres classiques, moi, mon père qui était un immigré m'a dit « il faut que tu fasses ça ». Et donc, ce général avait perdu une guerre. Il trouvait ça terrible parce qu'il y avait eu un grand massacre. Et donc, pour le souci que ça ne recommence pas, il s'est dit qu'il faut dire la vérité, et il faut la dire de manière archi-rigoureuse, de façon à ce qu'on repère après le processus qui conduit à la guerre et que donc cette guerre ne soit pas reproductible, qu'on ne recommence pas ça. Eh bien, le type qui a dit ça, c'est lui. Il est plus de toute première jeunesse, c'est Thucydide, 4 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est intéressant d'aller revoir un petit peu Thucydide. Là aussi, je ne résiste pas à ce plaisir de vous citer sa théorie au début de son livre sur la guerre du Péloponnèse. Il dit, voilà la négligence qui existe en général quand on recherche la vérité. On lui préfère souvent les idées toutes faites. 4 siècles avant Jésus-Christ. Cependant, on ne saurait se tromper en se fondant sur des indices et en jugeant, en somme, de cette façon les faits que j'ai passés en revue. Il faut moins croire les poètes et les affabulateurs qui ont célébré ces faits en leur prêtant des beautés qui les grandissent ou les logographes qui les ont rapportés, en cherchant l'agrément de l'auditeur plutôt que le vrai. Et donc ces paroles fortes de quelqu'un qui vient de l'Antiquité, qui nous dit voilà comment l'histoire s'écrit, je trouve ça extraordinairement, pertinent, intelligent au regard de tous les débats que nous avons aujourd'hui. Et je vais finir par juste une citation puisque je suis son serviteur et toi aussi Manon. Ça c'est la tronche de Edmund Dean. C'est assez rigolo. Et ça, c'est la tronche du Snowden que vous connaissez, monsieur. Et donc, parce qu'il faut incarner, vous connaissez, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Et alors, voilà ce que dit Albert quand il revient aux manettes du reportage de guerre, après s'être fait virer par des gens qui considèrent que c'est un mauvais esprit. C'est ce qui est écrit sur son carnet militaire. Et je pense que ça doit être écrit sur le carnet militaire de tous les journalistes dignes de ce nom. Nous sommes des mauvais esprits. Et donc, que dit Albert? Que ceux qui n'aperçoivent plus distinctement le paysage tragique de la guerre, parce qu'il leur est trop familier ou qu'ils en sont trop loin, viennent avec moi. Je vous emmène. Suivez le nouveau que je suis sur ce champ de bataille. Nous allons voir tout cela ensemble. Il ajoute « L'ennemi a dévasté une partie de la France.
Sur des cinquantaines de kilomètres, il ne nous reste plus qu'à mettre des gardiens chargés de faire visiter des ruines, faire marcher, en marchant des journées entières dans ce qui fut une terre heureuse, comme l'Ukraine. Vous n'entendez plus que des phrases dans ce goût. Ici, c'était un boulanger. Là, c'était l'école. Ce sont des paroles que le touriste prononce à Pompéi. Tout le nord de la patrie est devenu Pompéi. Sur ces lieux, on comprend tout. On perçoit que le plan de l'ennemi n'était pas seulement de nous battre, mais qu'il était aussi de nous assujettir. Voilà quelque chose qui a de l'écho. Je vous remercie. On n'a plus rien à ajouter. Je crois qu'on peut y aller. On va prendre une activité normale. On ne sait plus quoi dire. Bah, si, Qu'est-ce qu'on ajoute? vos pratiques, justement. Nos Comment pratiques. vous bricolez, vous? On a suivi Je Thucydide, veux Snowden. bien raconter comment on bricole. Je vais donner la parole à Elsa Vidal et peut-être aussi, je pense que tu vas en parler, mais ce qui serait très intéressant, c'est de nous montrer quel est le rôle d'un média international comme RFI et notamment sa branche russophone dans le contexte actuel par rapport à cette couverture-là. On va en parler. Alors, pour que vous ayez une petite idée de quoi nous parlons, puisque après cette introduction philosophique essentielle, on va revenir à des choses beaucoup plus concrètes, incarnées certes, mais aussi très contextualisées. RFI, c'est une très ancienne et très grande maison. Moi, j'ai la chance d'y être entrée très récemment, le 3 janvier. Et à la tête de la rédaction en langue russe. Alors, il y a une petite spécificité qu'il faut entendre. Je ne dis pas la rédaction en russe, je dis la rédaction en langue russe. Donc, on écrit à destination, on publie, on fait du son, des vidéos, à destination de publics russophones, peu importe leur nationalité. C'était déjà un exercice un peu compliqué du fait de la nature de nombre des régimes qui sont installés dans la zone russophone. Je ne parle pas des États-Unis, mais il y en a, des russophones aux États-Unis. Donc, en Russie, c'était déjà passablement compliqué. Bien sûr, depuis le 24 février, la complexité a changé de nature et de degré. Voilà. Pour que vous voyez, nous, on est 13 à Paris, à peu près. Tous russophones, francophones, parfois ukrainophones, anglophones, etc. Et puis, on est à peu près une dizaine dans la zone avec des correspondants. On a, mettons, 5 autres pigistes, donc on est grosso modo 30. On s'appuie aussi, et on travaille en collaboration avec nos collègues de différents autres services qui sont concernés maintenant par une actualité massive, mais qui pouvaient l'être ponctuellement avant. Ça peut être les gens qui couvrent le Moyen-Orient sur la Syrie, la Libye, le Mali, etc. Depuis le début de la guerre, ce qu'on fait, c'est que déjà on essaye de s'appuyer énormément sur ce qu'on sait faire. Parce que dans un contexte où tout est très polarisé et où les autorités de deux côtés ont besoin du champ de l'information pour faire avancer leurs objectifs militaires et politiques, nous on se trouve pris au milieu. Donc un moyen de lutter contre ça, c'est de très bien connaître son contexte déjà, d'avoir un réseau de contacts déjà établi, de savoir à qui vous parlez et de ne pas découvrir les acteurs au dernier moment, même les acteurs politiques, parce que en fonction des discours qu'on va vous tenir, et je ne parle pas de Lavrov ou de Peskov, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères ou le porte-parole de la présidence en Russie, qui sont très connus, mais je parle d'autres acteurs qui sont amenés dans le jeu politique. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas leurs intérêts, vous ne pouvez pas décrypter ce qu'on aurait dit auparavant, d'où ces gens parlent. Et donc, quels sont les intérêts qu'ils poursuivent avec leurs paroles et pourquoi voulent-ils que vous la repreniez éventuellement? Donc déjà, l'important, c'est d'avoir un réseau, d'être impliqué, de ne pas découvrir le contexte. Ensuite, on a la chance à RFI d'avoir aussi des pigistes qui sont dans tout le secteur. Donc on avait des pigistes et on a toujours des pigistes et des correspondants qui sont en Ukraine. Donc on peut travailler et on peut croiser nos informations, on peut travailler ensemble pour essayer de rapprocher ce qui concerne en tout cas les faits. On ne peut pas naturellement rapprocher les expériences humaines de deux côtés d'une ligne de front, elles sont radicalement différentes. Notre travail à nous, c'est de rendre compte de ces expériences-là et puis aussi de rendre compte des faits. Parce que je suis très consciente qu'il y a une grande
dimension donnée à l'interprétation dans notre approche de cette guerre. Bien sûr, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe, en France, ailleurs, on ne regarde pas cette guerre avec le même prisme. Il n'en reste pas moins que la valeur ajoutée de nos journalistes, de nos collègues et de notre travail, c'est de pouvoir distinguer ce qui relève d'une partie des faits, d'une chronologie, etc., et ce qui relève de l'interprétation. Et notre rôle, à mon sens, c'est en plus par une couverture diversifiée dans les formats, que ce soit de l'éditorial où il y a de la place pour l'opinion journalistique, ou du factuel, ou du fact-checking, et de la place pour des experts qui vont venir éclairer, soit de manière très suivie, soit un petit peu décalée, les sujets qu'on couvre, et donc la guerre. C'est dans une forme de polyphonie et de plusieurs angles successifs d'arriver quand même à se former une opinion un petit peu cohérente. Moi, je suis peut-être parce que j'ai été très exposée à la question de la propagande russe, puisque tous les jours, on se fait attaquer, prendre pour cible, dénigrer par aussi des gens dont la finalité, c'est une politique de communication et pas faire de l'information. Je crois qu'il est très important de pouvoir placer le curseur. Il y a de la communication et de la communication d'influence, et ça, c'est ce qui se fait du côté russe. Ils le font très bien au demeurant. Et il y a produire de l'information. Et produire de l'information, c'est différent. Ça ne fait pas toujours plaisir. Par exemple, moi, je sais que, effectivement, en temps de guerre, on n'a pas très envie de se dire que probablement du côté ukrainien, il y a des crimes de guerre. Bon, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas de la même ampleur, mais il y en a. Par exemple, il y a des chaînes qui s'appellent Recherche les tiens, Trouve les tiens. Bon, c'était une chaîne, c'est toujours une chaîne Telegram qui est sur mon téléphone, où on a des photos et des vidéos de prisonniers de guerre russes qu'on envoie en Russie pour montrer aux familles que leur fils peut-être est là-bas. Bon, oui, on comprend très bien que les Ukrainiens le fassent. Néanmoins, c'est une violation de la Convention de Genève. Okay, bon. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose que Boutcha, pas du tout. On doit replacer les choses dans le contexte. Et de la même manière que nous, on a des journalistes qui sont ressortissants français mais nés en Russie, avec des patronymes russes. Quand ils étaient en Ukraine, il y en a quelques-uns qui ont eu des pépins de sécurité, parce qu'ils étaient très mal perçus ou soupçonnés d'être des agents russes. Et c'est grâce à la solidarité entre confrères ukrainiens, français et russes, parce qu'on se connaît, parce que la légitimité aussi du média est là, qu'on a pu extraire ces journalistes, les protéger, de les sortir de situations qui ne sont pas simples. Mais ça se fait par la qualité de votre réputation, la qualité de votre intégration dans le paysage, le fait qu'on puisse vous faire confiance, qu'on connaît vos méthodes. Et je pense qu'il est très important de dire que certes, il y a des narratifs, certes, il y a une place pour l'interprétation, certes, le monde n'est pas unifié, et selon que vous êtes à Ouagadougou, à Alep ou à Paris, vous n'interprétez pas, vous n'avez pas le même point de vue, peut-être, sur la guerre en Ukraine. Néanmoins, tout n'est pas que subjectivité. C'est pas juste chacun a son avis et tous les avis se valent. Ça, c'est un très bon moyen de nous faire douter, et je trouve que c'est dans la propagande russe utiliser l'espèce de désavantage concurrentiel de la démocratie. C'est-à-dire que comme on est très enclin à l'autocritique, etc., autant nous encourager dans ce sens-là. Comme ça, on fait le boulot pour les Russes. C'est beaucoup plus facile. Tant mieux. Ça s'appelle un idiot utile. Ouais. Pardon, le micro. Parlez dans le micro. Je parle trop fort ou pas assez fort? Ok. Et En fait, on n'a rien entendu de tout. Mais c'est pas grave, le meilleur reste à venir. Et qu'est-ce que je voulais dire une dernière fois, ou en dernier point, je ne sais plus. Quelqu'un d'autre va parler à ma place. Hein? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que la grande différence, Manon pourra le dire aussi, on a travaillé toutes les deux en Russie, on a fait des coups pendables avec les Russes, des trucs pas possibles. On le dira pas, on peut pas le dire. Mais néanmoins, il y a quand même une grande différence, et c'est un héritage, et ça ne concerne pas tous les Russes, mais ça concerne tous les Russes qui ont des rôles dirigeants dans ce pays, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement s'ils veulent garder ces rôles, ces fonctions-là. C'est que, fondamentalement, en Russie, du fait de l'héritage soviétique, encore une fois, mais un héritage qui s'est poursuivi depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, ça n'a pas été le cas pendant la présidence Yeltsin, il n'y a pas d'intérêt général. Il n'y a pas de société civile qui soit comprise par les dirigeants, je ne parle pas de la population, qui soit comprise, ça concerne une partie de la population, qui soit comprise comme étant indépendante. C'est-à-dire que la légitimité de la parole publique, l'action dans la sphère publique,
c'est-à-dire l'action politique, l'action journalistique. Tout ça est perçu comme une mise en scène du pouvoir. C'est ce qui se passait à l'époque soviétique. On a acculturé des générations et des générations de citoyens en Russie et dans d'autres pays à accepter des doubles standards, à accepter des doubles langages pour survivre dans le système. Ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix d'aller en tôle ou au goulag ou de faire comme s'ils acceptaient. En conséquence, la parole publique est vécue comme une parole fausse de mise en scène. Et pour les dirigeants actuels, il est inconcevable de croire que des médias publics ne soient pas des médias d'État. Et qu'un intérêt général puisse exister au-delà d'intérêts particuliers. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'arrive pas que nous servions par erreur, par faiblesse, tout ce que vous voulez, des intérêts particuliers, quand nous devrions servir un intérêt général, ou que parfois les deux se rencontrent, ça peut arriver aussi. Mais en Russie, on a, dans la structure de la culture à l'heure actuelle, majoritairement, une conception qui exclut ce possible. Donc, pour eux, pour ceux qui dirigent la Russie et qui prennent les décisions qui engagent la destinée des Russes à l'international, ils pensent sincèrement que nous menons une guerre de l'information. Nous ne menons pas une guerre de l'information, nous ne devons pas mener une guerre de l'information, à mon sens. Ce que nous devons continuer à faire, c'est un travail d'information. Qu'après, il se trouve que par moment, ce travail et le produit de notre travail convergent avec la parole que les politiques portent à l'étranger, les politiques français portent à l'étranger ou veulent porter en ce qui concerne la guerre et la situation en Ukraine, puisque c'est l'exemple qui me concerne le plus directement dans mes fonctions RFI. Oui, c'est un fait, ça peut arriver, mais pas toujours. Et la grande différence que je dirais pas, par exemple, que je peux citer, c'est que cette semaine, on a à RFI en langue russe parlé de l'ouverture en France du procès, je pense, du plus haut dignitaire rwandais suspecté d'être un génocidaire, réfugié sur le sol français depuis 1997, bien sûr en disant c'est pas terrible pour la France, hein, puisqu'il était bien planqué, maintenant il a 77 et quelques années, il est vieux et malade, bref, il a vécu sa vie quoi, en liberté, et maintenant, on va pouvoir le juger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire, et qu'on écrit, et personne ne vient dire Elsa, t'es gentille, tu m'envoies ça, parce que bon, c'est pas très bon pour l'image de la France, quoi. Ben ça, vous le verrez pas sur RT. Ça ne veut pas dire que RT est totalement bloqué, qu'on ne peut pas travailler avec eux tout le temps, qu'il n'y a pas des choses à faire avec RT. Ok, c'est encore une autre question. Mais ça, c'est la différence fondamentale entre un média public et un média d'État. Et je m'arrête parce que j'ai dû approcher ou frôler la limite des 10 minutes. Voilà. Merci Elsa, je pense que ça occasionnera pas mal de questions. Élodie Martinez, alors... Je vous laisse aussi, je te laisse, on se tutoie en fait, oui. Je te laisse la parole. Et peut-être ce qui me paraît aussi intéressant, justement, étant donné que tu travailles à l'AFP, c'est, on en a parlé un petit peu hier, cette place particulière d'une agence de presse qui se doit d'être peut-être d'autant plus rigoureux que les autres. Et justement, quel est ce rapport à la guerre quand on travaille dans une agence de presse comme l'AFP, et notamment dans le cadre du fact-checking. Je te laisse... Ok, bonjour. Donc, je vais peut-être vous parler un petit peu de ce qu'on fait en termes de... Ah, ça ira? C'est bon maintenant? C'est très bien. Là. Oh, ça va aller. Ça va aller comme ça? Oui, ça va aller. Oui. J'ai l'impression que je vais manger le micro. Donc, à l'AFP, je vais vous raconter un peu la structure, vite fait, en introduction, pour arriver à comprendre comment ça nous permet de travailler, d'avoir un réseau mondial aussi important et étendu. Et pour rebondir sur ce que disait Elsa, il n'y a pas une guerre de l'information, mais probablement de la désinformation. Ça, c'est sûr. Et on l'observe tous les jours sur les réseaux sociaux qui sont, disons, c'est le stage, c'est le champ. Oui, c'est le champ, disons, sur lequel se forme l'opinion publique et l'opinion internationale. Donc, c'est aussi très important. Donc, l'AFP, c'est une agence de presse qui existe depuis plus de 150 ans, qui compte
plus de 2400 journalistes et collaborateurs, un peu répartis dans le monde entier, et qui avait commencé en février à renforcer le bureau de Kiev parce que la tension montait en Ukraine. Et quand l'invasion a eu lieu, à la fin du mois de février, en fait, on a eu la chance d'avoir déjà un bureau renforcé et une structure dans l'organisation de la couverture de l'information, bien organisée à travers les différents bureaux afin qu'il n'y ait pas d'interruption. C'est une agence de presse, donc il faut une couverture 24 heures sur 24. Depuis, une cinquantaine de journalistes sont allés sur place à tour de rôle. C'est des missions d'environ 3 semaines. Une cellule Ukraine a été mise en place pour qu'il y ait des personnes spécialisées dans la couverture de cette information 24 heures sur 24. L'AFP a même mobilisé tout son réseau en demandant qui connaissait des ukrainophones. Donc, il y a des gens qui nous donnent des coups de main depuis Melbourne, depuis le Canada, pour arriver à toujours avoir des interprètes ou des gens qui puissent nous aider à comprendre de façon fiable ce qui est dit. En termes ça a représenté énormément de défis logistiques, mais pas seulement. Disons qu'il faut, comme dans tous les conflits, il faut mettre en place des structures, des shifts, garantir la sécurité des journalistes, mais aussi on se pose des questions d'origine plus éthique. C'est-à-dire quand, par exemple, l'AFP n'a pas eu accès à certaines zones de conflit comme Mariupol, et que la seule possibilité d'accéder à cette zone était d'y accéder avec l'armée russe, l'AFP s'est posé la question de savoir si il fallait ou pas partir avec les Russes, tout en maintenant la transparence à l'égard du public et des lecteurs et des clients sur l'origine du matériel. C'est-à-dire les journalistes de l'AFP partaient avec l'armée russe. C'était le seul moyen d'avoir la face B, on va dire, du conflit et d'avoir un accès à cette zone à laquelle elle n'avait pas eu accès auparavant. Donc il y a eu des grosses critiques envers l'AFP suite à cette décision, mais elle a été vraiment défendue et maintenue dans le sens où une agence de presse se doit de couvrir toutes les parties, c'est-à-dire toutes les parties qui s'opposent dans un conflit. Ça, c'est pour la couverture de l'information. En termes de désinformation et de propagande, je peux vous dire, j'ai des chiffres frais de ce matin. Les vérificateurs de l'AFP qui sont à peu près 120 répartis dans le monde, qui travaillent dans 24 langues, ont publié 818 articles de vérification sur la désinformation autour du conflit, de la guerre vraiment en Ukraine. C'est un travail énorme. Ça parle de l'ampleur. Disons qu'en termes de désinformation, il n'y a plus de frontières. C'est des messages qui sont traduits à l'identique dans toutes les langues que vous puissiez imaginer. En portugais, en Amérique latine, des groupes pro-russes, on ne sait pas pourquoi, sont nés. Donc il s'agit d'alimenter une sorte de rhétorique anti-occidentale, où c'est des ralliements de l'opinion publique qui s'opèrent, on ne sait pas trop à partir de quoi au début. Alors ça vient à la suite du Covid, on se demande si ça a un rapport, si
les complotistes seraient les nouveaux pro-russes ou les anti-occidentaux, du moins. C'est en tout cas un panorama très, très intéressant à analyser. Et on a observé de la propagande, en tout cas, des deux camps. Il peut y avoir aussi, ce qui est différent de la propagande, de l'information qui serait fausse, tout comme ça a été le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du conflit, il y a eu l'invasion de l'île aux serpents, l'Ukraine qui annonce que ses soldats sont morts, et puis les Russes qui annoncent par la suite qu'ils se sont rendus, qu'ils ont été prisonniers. Donc l'Ukraine qui s'en sort bien parce qu'elle elle est très contente que ses soldats soient vivants. Et puis, je vous invite à lire, quand vous aurez l'occasion, l'investigation qui a été faite sur la découverte des cadavres à Boutcha, qu'Elsa évoquait, qui a en fait montré la force d'avoir des équipes de vérification en même temps que des équipes sur le terrain. C'est une force assez exceptionnelle de l'AFP. C'est que les journalistes de l'AFP ont pu rentrer dans Boutcha le 2 avril, je crois 2 jours après le retrait des troupes russes. Et en même temps, les vidéos de cadavres dans les rues ont commencé à circuler sur les réseaux, avec des effets un peu, disons, les vidéos semblaient montrer des cadavres qui bougeaient ou qui... donc, les gens dénonçaient des mises en scène, des manipulations de la part des Occidentaux, comme quoi les cadavres auraient été placés sciemment dans ces rues pour faire croire que c'était l'armée russe qui les avait placés. Donc, grâce à des images satellites prises à une date antérieure, grâce à des vidéos qui ont été partagées au préalable sur les réseaux sociaux, et grâce à la confirmation par les journalistes de l'AFP sur place, autant en vidéo, journalistes texte comme photo, on a pu croiser en fait les différentes sources et conclure que les cadavres étaient effectivement là depuis au moins la mi-mars et que donc ils existaient à cette place à l'époque de l'occupation russe à Boutcha. Donc, on rapporte des faits. Il faut parfois... Enfin, en tant qu'agence de presse, on est censé tout raconter, toutes les parties, même quand on sait que l'information n'est pas vraie, il faut pouvoir le démontrer et prouver pourquoi elle ne l'est pas. Cette vérification, d'ailleurs, a valu une convocation de la part des autorités russes à l'AFP, qui a apporté ses preuves et qui s'en est bien tiré sur place. Mais c'est un défi au quotidien, autant sur les réseaux. Les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'il y a une crédibilité qui tombe à pic à l'égard des médias traditionnels. Et les gens ne savent plus trop à quel sein se vouer. Donc, quand on arrive à leur apporter des preuves et que c'est difficilement contestable, je pense qu'on arrive à contextualiser une information, parce que tout n'est pas ou vrai ou faux. C'est-à-dire que des fois, c'est une information sortie de contexte ou c'est simplifié, un récit simplifié, c'est une rhétorique un peu grossière. Et donc, le fait de contextualiser, d'avoir l'opinion d'experts, d'historiens, ça permet de comprendre plus globalement un conflit qui n'est jamais simple à expliquer, en fait. Si vous avez des questions, ensuite. Merci Élodie. Je crois que c'est en plus d'autant plus important qu'on voit bien comment le fact-checking, on en parlait ce matin, est lui-même très instrumentalisé par des États autoritaires qui se l'approprient, le détournent pour contribuer justement à la désinformation. Manon Loiseau, je vous laisse la parole. Je sais plus. Et peut-être, oui, alors peut-être en parlant plus précisément de vos documentaires et de la manière dont vous filmez la guerre, vous filmez la violence, peut-être de manière indirecte, plus ou moins directe. Donc je vous laisse la parole.
Alors finalement, pour poursuivre un peu ce que Élodie a dit et Elsa, moi j'ai commencé à travailler en Russie, j'avais 22 ans. Et la guerre en Tchétchénie, en fait, quand on commençait ce métier, on ne pouvait pas la couvrir des deux côtés. Donc on était en apprentissage d'être journaliste et on ne pouvait être que du côté des civils. Et c'était d'une violence inouïe, mais une violence qu'on a revue à Alep après et qu'on revoit à l'œuvre actuellement, mais qui est une violence originelle qui a été tout le règne de Vladimir Poutine et les méthodes de l'armée russe. Et on faisait des demandes au ministère de la Défense. C'était impossible. Donc effectivement, dès le début, cette fameuse instrumentalisation et guerre de propagande, etc., on a tout de suite, nous, journalistes non russes, été catalogués propagandistes de l'Occident, agents des renseignements, dès le début. Et c'était extrêmement difficile déjà de couvrir le conflit, parce que c'était extrêmement dangereux. Moi, je travaillais pour le Nouvel Obs, et puis après, j'ai fait aussi des documentaires pour France 2. Et les gens qu'on voyait, donc on pouvait raconter effectivement une vérité de la guerre, qui était la vérité de ce que vivaient les civils. Et seulement beaucoup plus tard, et encore une fois, toutes les méthodes qu'on voit actuellement, les massacres qu'il y a eu à Boutcha et dans les villages aux alentours, sont exactement les mêmes qu'il y a eu en Tchétchénie. C'était à l'époque beaucoup plus loin, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait peut-être moins d'images, mais la méthodologie est la même. Et à l'époque, le Kremlin disait que ce n'était pas une guerre, c'était une opération de remise antiterroriste, voilà, de maintien de l'ordre aussi. Voilà. Donc c'était après, forcément, à un moment donné, donc il y avait le comité des maires de soldats, il y a toujours le comité des maires de soldats à Moscou, à Saint-Pétersbourg, qui nous a donné accès à l'autre côté, à savoir aux soldats qui revenaient du front. Et j'avais notamment travaillé avec Anna Politkovskaya, que je connaissais bien, qui m'avait dit « mais tu dois absolument faire aussi un film sur ceux-là, qui sont les bourreaux. Ce sont les gamins de 18, 19, 20 ans qui se sont transformés en bourreaux, qui ont commis des crimes de guerre et qui sont maintenant, en fait, dont beaucoup étaient revenus en Russie, soignés dans des hôpitaux, c'était à Nijni Novgorod, à travers l'Oural, abandonnés de l'État, et qui, une fois rentrés chez eux, ne trouveront jamais un travail parce qu'ils sont des anciens de Tchétchénie. Donc c'est la même chose qu'il y a eu sur l'Afghanistan, c'est les syndromes afghans, on parlait du syndrome tchétchène, qui se sont soit engagés dans des structures de sécurité où il y avait très souvent, ils ont un permis de tuer, ils ont un permis de tuer en Tchétchénie, donc il y a eu très souvent des violences, des faits divers où il y avait brusquement un ancien de Tchétchénie qui tuait tout le monde dans un bar parce qu'il avait trop bu. Soit ont volé, se sont retrouvés en prison se sont drogués, ensuite beaucoup avaient contracté le sida, donc c'était voilà. Et elle m'a dit, en fait, elle a fait ce reportage pour Novaya Gazeta. Et elle m'a dit, je croyais avoir tout vu de la guerre de Tchétchénie, et ça a été un de mes reportages les plus durs, parce que moi, ça m'a mis déjà à aller voir les bourreaux. Et c'est découvrir que derrière ce bourreau, parce que forcément on a pris toutes les bombes, on a été avec des Tchétchènes, on a des amis tchétchènes, etc. Mais qu'en fait c'est un gamin de 19 ou 20 ans, qui est lui-même de facto, qui va mourir, voilà, qui est abandonné de tous et qui est en train de mourir à petit feu. Elle me dit, c'était un des reportages les plus durs, mais c'était nécessaire pour comprendre en fait ce mécanisme de la guerre et la manière dont on transforme en fait ces enfants russes en bourreaux. Et donc j'y suis allée grâce à son aide, et c'est vrai que j'avais enfin l'autre côté, voilà, et en fait ils étaient quelque part aussi des victimes. Et voilà. Et il y a eu un moment incroyable où je me suis retrouvée dans cet hôpital pour vétérans. Aujourd'hui on ne pourrait plus du tout faire ces tournages, hein, tout s'est refermé. Donc c'était 2-3 ans après l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Et donc on a pu avoir l'autorisation de filmer dans cet hôpital militaire qui soignait les grands blessés de guerre et les vétérans, enfin des vétérans qui avaient 20 ans. Et il y en a un qui était Sergueï, il était en train de mourir du sida, qu'il avait donc contracté en prison parce qu'il avait fait des attaques à main armée dans des banques, etc.
Et on parle, et puis évidemment arrive tout ce truc, mais vous, de toute façon, médias occidentaux, vous êtes pro-Occident, vous êtes anti-russe, nous aussi, les nôtres ont été torturés. Il y a eu des soldats torturés par les Tchétchènes, évidemment. Enfin, de toute façon, après, on en arrive aussi, les vidéos qu'on a vues récemment des soldats ukrainiens qui se filment en train d'exécuter un soldat russe. La violence engendre la violence, l'inhumain engendre l'inhumain. C'est une guerre où des exactions, à un moment donné, arrivent aussi surviennent aussi chez des gens qui sont assassinés au quotidien. Et il me dit, et puis on parle longuement, et puis au bout de 2-3 jours, il me dit, tu sais, mon plus grand fait de guerre, là je vais peut-être mourir dans quelques semaines, c'est quand on était dans ce petit village à 10 km de Grozny, et mon régiment, en fait, a réussi à tuer 150 bolcheviks, 150 combattants tchétchènes, etc. Et il me donne la date. Et je lui refais parler et il me parle de ça. Il me dit, ça c'est mon fait de guerre, je m'accroche à ça, je serais fière d'avoir fait ça. Et j'essaie de dire, mais bon. Et puis je me rends compte qu'en fait moi j'étais dans ce village et que j'étais réfugiée dans l'hôpital avec des femmes et des enfants. Voilà. Et que ce qu'il était en train de raconter, c'était l'exécution. Selon lui, il avait réussi à neutraliser, ce qu'il disait, ses ennemis. Et en fait, nous on avait été pilonnés toute la nuit, toute la journée, et il y avait eu des dizaines et des dizaines de morts civils et de femmes et d'enfants. Et moi, et d'un coup, effectivement, le vertige prend parce que on a toujours été de l'autre côté. Et d'un coup, on se retrouve face à celui qui vous a tiré dessus. Et en plus, on lui raconte. Donc, en fait, quand il m'a dit ça, c'était totalement vertigineux. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que je lui dis, parce qu'il était condamné, est-ce que je lui dis qu'en fait, sa réalité, et c'est une réalité à laquelle il s'accrochait et qui le constituait et qui constitue sa fierté. Eh ben, c'était pas celle-là, parce qu'en fait, moi, j'étais avec des familles, des femmes et des enfants. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait que je lui dise, en fait, parce qu'on était dans un rapport de... Voilà. Et je lui dis, bah, tu sais que j'y étais. Elle me dit, ah, bah alors, t'as vu les cadavres de combattants? Je dis, bah non. Et puis on a parlé, et il a fondu en larmes, et on a parlé, mais des heures et des heures et des heures, et il a voulu revisiter toute la guerre de Tchétchénie. Voilà. Et ça, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Quand on est journaliste et après j'ai repensé à ce que m'avait dit Anna Politkovskaya parce que vraiment voilà alors pour revenir à la question non mais l'humain moi je sais qu'après j'ai arrêté de faire du news parce que j'avais besoin de rester plus longtemps, de m'attarder, de pas venir en voleuse d'âme et de douleur, de pas filmer, de poser la caméra à côté, de passer des jours parfois à juste échanger. Voilà, c'est tous ces gens qui subissent ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ces gens vous accueillent, vous donnent tout. Et à un moment donné, je trouvais que j'arrivais pas à juste rester une heure, faire les témoignages de temps de voilà, toute votre famille est exécutée, combien d'enfants, et hop, je repars. Donc c'est absolument nécessaire quand on est en agence, quand on est en news. Mais moi, moi humainement, j'y arrivais pas. J'avais besoin juste de prendre les mains, m'attarder. Et j'ai voulu, en fait, faire du documentaire et essayer de faire sortir des voix et donner la parole à des voix qu'on n'entendait sans doute pas, à des femmes en Syrie qui avaient été violées par le régime, qui n'avaient jamais parlé avant, beaucoup à des civils tchétchènes. Je suis retournée pendant des années, pendant près de 20 ans en Tchétchénie, et voilà, essayer de faire sortir des voix. Effectivement, la question voilà, de l'objectivité, de la subjectivité journalistique, j'essaye le plus possible de me rapprocher d'une vérité, mais c'est la vérité des gens que je filme. Mais quand on fait du documentaire, on ne prétend pas, en fait, en tout cas je n'ai jamais prétendu arriver à une vérité absolue, c'est-à-dire qu'on est avec les gens qui nous racontent leur vérité et ce qu'ils ont vécu. Après, quand on fait une investigation, c'est complètement autre chose, mais c'est vrai que l'humain, et c'est à côté de la guerre, mais de ces gens, de ces femmes et de ces hommes qui sont debout dans les guerres, sont la vérité de ce qu'eux, ils vivent. Mais c'est vrai que de commencer le métier dans un pays qui vous interdit de toute façon de couvrir les deux côtés, voilà. Mais voilà. Donc après, par rapport à la propagande et par rapport à ce qu'on vit et par rapport à ce que tu racontais, Elsa, ça a commencé sur la Tchétchénie, mais en Syrie, et je me rappelle du premier massacre qu'il y a eu à Al-Houla, sur lequel j'ai fait un documentaire pour Envoyé spécial. J'ai suivi l'enquête de Human Rights Watch et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est pareil, c'était le premier grand massacre de civils dans un village syrien. Et le régime syrien a tout de suite dit qu'en fait, c'était les islamistes qui avaient assassiné pour faire croire que c'était les régimes syriens et qu'ils étaient... Voilà, donc on était déjà dans ce qu'on a vu, ce qu'on vient d'entendre sur Boutcha. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu des mois et des mois d'enquête, il y a eu aussi les images satellites qui
qui ont prouvé qu'en fait le régime encerclait le village de Al-Hula. Donc c'était impossible qu'un bataillon de 300 islamistes soit rentré et égorgé. Là, on parle quand même, c'était des enfants de 6 mois à 12 ans égorgés. Il y avait 85 victimes, c'était juste atroce. Et donc moi au début j'ai commencé à faire parler c'était impossible d'y avoir accès, donc par Skype, je faisais des interviews des rescapés. Après j'ai finalement pu aller en Syrie au bout de 5 mois, mais j'ai suivi toute l'enquête avec Human Rights Watch et l'ONU. Effectivement ils se sont basés sur les images satellites, mais il y avait eu un journaliste allemand, alors je ne sais plus de quel journal, mais qui avait fait une énorme page qui avait crédibilisé la thèse du régime, parce que le régime lui avait fait rencontrer à Damas des soi-disant rescapés de Al-Hula qui étaient en fait des comédiens. Donc ça s'est réveillé après, mais en fait, d'un coup, il y a eu un doute. Et ce doute, mais dans l'opinion publique, ce doute, et sur les réseaux sociaux, et ce doute, moi je l'ai eu aussi quand j'ai fait mon dernier film sur le viol comme arme de guerre en Syrie, où j'ai interviewé des femmes syriennes qui pour la première fois parlaient à visage découvert, qui ont nommé les noms de leurs bourreaux, le nom de leurs cellules, le nom de leurs prisons, qui ont un courage inouï, parce qu'on ne parle jamais du viol dans la société syrienne. Et... mais les réactions ce que j'ai reçu, alors déjà j'ai eu des menaces de mort sur ma page Facebook, etc., mais j'ai tout ce qui était dit par le régime, et le régime syrien s'en est emparé et a dit que ce film avait été télécommandé par les services secrets français, que je travaillais pour les services secrets français parce qu'il était montré après un portrait de Bachar al-Assad, et la dernière intervention c'était Jean-Yves Le Drian, donc du coup après le film est arrivé après, donc ils ont fait un montage. Donc la télé d'État syrienne a fait un montage en mettant Jean-Yves Le Drian et hop, mon film avec mon nom. Et donc je faisais ça avec Annick Cogent du Monde, et on a dit que toutes les deux on était donc on travaillait pour les renseignements, que toutes les femmes syriennes étaient des comédiennes et que le viol n'existait pas. Donc on se bat contre ça, on fait du mieux qu'on peut. C'est pas facile parce qu'il y a vraiment des machines derrière, et les trolls sont les mêmes pour les Syriens et pour les Russes. Et ce que je vois apparaître, ce qui est apparu au début de Al-Hula et de Boucha, pardon, de Massacre en Massacre, c'est exactement les mêmes méthodes. Et cette histoire qui a commencé à circuler sur la position du corps, le truc, c'était exactement la même chose qu'il y a eu sur les massacres qu'il y a eu en Syrie. Et en Tchétchénie, il n'y avait pas tout à fait les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose de très... voilà, là par exemple, je commence pour Arte un grand film pendant 1 an sur le crime de guerre en Ukraine. Mais je sais qu'aussi, je vais essayer d'aller voir ceux qui ont commis les exactions. Donc voilà, on a 90 minutes de film. On sait que voilà, ça va être et l'enquête internationale et essayer de retrouver. Voilà. Donc c'est pas aisé. Quand on connaît, je pense qu'en même temps, quelque part, j'ai réfléchi. Je me suis finalement d'avoir été formée en Russie à 20 ans. Ça donne finalement les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de charges agressives, mais on sait quand même qu'il faut ou tenir le cap, même si c'est pas toujours évident, et qu'il faut pas flancher parce qu'on est dans une guerre de propagande, et même si on est sur le terrain à risquer sa vie, et les gens qui nous parlent risquent leur vie en nous parlant, eh bien ça va être remis en cause. Voilà, je sais pas si j'ai... Merci. Je vais donner la parole à la salle, mais peut-être juste une petite question à Hervé, parce que je crois qu'il y a pour faire la transition, on parlait hier de la question de comment documenter la guerre, qui est un élément fondamental aujourd'hui, et on voit comment les images peuvent servir justement à l'administration de la preuve dans de futurs procès éventuellement. Et on en parlait hier, je ne sais pas si vous vouliez dire quelques mots. Si, brièvement, ce qu'on peut dire, c'est toujours en gardant l'idée du bricolage, parce que le bricolage peut donner naissance à une armoire qui se tient, dont les proportions sont justes. Et c'est quelque chose de bien d'avoir ça chez soi. Et là, je parle de la justice pénale internationale. Et nous avons tous été appelés à témoigner au Rwanda, pour la Yougoslavie. Et là, les choses, c'est ce que tu vas faire d'ailleurs en partie, c'est-à-dire suivre les enquêteurs, entre autres, pour justement l'élaboration de ce dossier crime de guerre, et peut-être davantage en ce qui concerne l'Ukraine. Juste un mot sur le bricolage du news. Là, je parle pour le journal télévisé que vous allez voir ce soir. Au journal télévisé, il y a une chose qui est incroyable par rapport à l'habitude, c'est que les reporters qui sont en Ukraine ont décidé ce soir de ce qu'ils vont faire. Et c'est rare, parce que ce n'est pas Paris qui leur a dit en fonction d'une de vos dépêches,
ce qui est très bien, hein. Mais de dire faut que tu ailles là, c'est les reporters qui sont sur place en ce moment qui dirigent leur histoire. Et vous savez, c'est vraiment précieux ça, parce qu'ils maîtrisent la narration. Heureusement qu'il y a plein d'histoires. De toute façon, l'histoire, c'est celle qu'on a dans le regard. Quand on aime un peu les gens, on voit, tiens, cet officier a 22 ans, il dirige une escouade, je fais son portrait, je propose ça aux 20h, il n'a pas intérêt à dire non ou à ergoter. Et paf, on fait le sujet. Puis à côté de ça, il y a la réutilisation, et ça vous ressemble à vous, des images tournées par les gens sur le terrain, en réseaux sociaux, avec ces trucs qui bougent là, qui sont très étonnants, parce qu'on n'explique jamais aux téléspectateurs ce que c'est que ce machin qui brinque-balle en même temps que celui qui tourne. Et là, il y a aussi une vérification, il y a un service comme le vôtre, d'une 7-8 personnes qui vérifient, parce qu'on sait très bien que si on passe une mauvaise image, la crédibilité va en prendre un coup majeur. Et donc je suis en train de dire que cette participation à une justice internationale est d'autant plus puissante qu'il y a une mobilisation pour un respect de la vérité. Alors, c'est là où, je ne sais plus qui a dit, dans les démocraties, je crois que c'est toi, on aime tellement se fustiger, et donc on concourt en fait à la suspicion comme ça, répandue par des adversaires de la vérité, alors que, et c'est pour ça que cette première phrase de la première victime de la guerre, c'est la vérité, m'énerve, parce que ici c'est tout le contraire qui se passe. Et on en prend soin et on lutte pour sa santé, pour sa bonne santé. Et alors pour mener au bout cette lutte, pour qu'elle ait un sens, et la justice c'est le sens, une justice internationale. L'idée serait de faire en sorte que tous ces reporters, avec la multiplicité des prises de vue, des récits, de tout le travail que vous faites, s'unissent pour faire une vaste banque de données, par exemple européenne, et qu'ainsi nous ayons une force de proposition vers laquelle on pourrait se tourner pour en faire un récit historique. Mais bon, comme on ne travaille pas tous pour l'histoire, nous on travaille pour l'histoire immédiate, comme disait l'autre. Merci la couture. Mais pour une histoire qui est, encore une fois, un sens versus l'humanité, la démocratie. C'est pas rien ce qu'on défend. Eh bien, l'idée consisterait effectivement à faire en sorte que les grands médias européens se réunissent, constituent cette banque de données et qu'elle soit mise à la disposition d'une future institution de justice internationale. Ce qui permettrait de transcender un petit peu l'esprit de boutique qui existe parfois, mais vraiment pas beaucoup sur le terrain quand on est dans une situation de guerre, parce que quand on bricole ensemble. Il y a de la solidarité. Et d'ailleurs, les Ukrainiens nous rappellent beaucoup à l'ordre là-dessus. Ils sont extraordinaires. Donc voilà, l'idée c'est celle-là, c'est de faire juste en sorte que nous qui quelque part faisons on se penche sur ce lit où la vérité ne va pas toujours très bien, de mettre ensemble nos diagnostics, nos recettes de pansement, nos petits apports de médication pour faire en sorte que cette vérité soit respectée le jour où. Alors, on va peut-être prendre, du coup, parce que je pensais que c'était jusqu'à 45, on va prendre peut-être 2 ou 3 questions, parce que ça termine à la demi, désolé. Donc, je vais commencer par... vous voulez commencer? On prend peut-être 2 questions. Ça va pas être très long. Bonsoir, merci. J'aurais aimé savoir quel regard, vous, aujourd'hui, en tant que professionnel, AFP, et vous tous, quel regard avez-vous rétrospectivement sur censure et vérité à propos de la guerre d'Algérie, qui a été nommée événement? Absolument. N'est-ce pas? Alors, voilà ma question, toute simple.
quelqu'un veut poser une autre question? J'en ai une pour Élodie, peut-être surtout. J'ai plus la stat tout à fait dans la tête, mais je crois qu'il y a plusieurs milliards de photos qui se prennent chaque jour par des smartphones. Et ma question, c'est est-ce que les amateurs, entre guillemets, vous servent? Comment vous les utilisez? Est-ce que ça a un sens, quoi, aujourd'hui, tout ce qui arrive directement par le smartphone? Peut-être On peut en- celle-là étant très Allez-y, ouais. concrète. puis Merci. Alors, tout ce qui est produit par la population, les journalistes amateurs ou le public, on appelle ça à l'agence UGC, User Generated Content. Donc, quand l'AFP n'a pas encore pu dépêcher... non. Quand l'AFP n'a pas de photographe ou de vidéaste sur place ou qu'elle n'a pas eu le temps d'envoyer ces journalistes, ce qu'elle décide de faire, c'est de chercher à travers les réseaux sociaux ce qui a été pris, publié. Elle sécurise les vidéos ou les photos, c'est-à-dire qu'on vérifie à travers les métadonnées, à travers la géolocalisation de la personne, que ce ne soit pas la personne qui ait repris ça de quelqu'un d'autre, pour éviter des problèmes de droit d'auteur et puis surtout d'authenticité. Parce que tout le monde partage sans donner le crédit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Enfin, tout le monde. Quelques personnes le préservent encore, mais c'est quelque chose, c'est une pratique à laquelle l'agence a recours pour avoir des témoignages le plus rapidement possible, mais tout en prenant la précaution de s'assurer qu'il s'agit bien d'images authentiques et qu'elles reflètent bien ce que disent leurs auteurs. Ça vous aide globalement? Énormément. Ça permet de réagir très très rapidement pour donner les premières preuves visuelles d'un breaking news, enfin, d'une actu chaude. C'est tous les jours. Surtout en cas de catastrophe, grosse manifestation. Ouais. Répression des grosses manifestations. Par exemple. Oui. Ah, Ouais, il y a un bouton, c'est sûr. oui, c'est comme c'est sûr. Avant le journal télévisé. Sur la guerre d'Algérie, oui. Je pense qu'on est en train de pouvoir faire sur la guerre d'Algérie ce qu'on aurait dû pouvoir faire très tôt, beaucoup plus tôt. Que dire sinon que même en démocratie, on n'est pas préservé, et bon, il y aurait beaucoup à dire sur la période démocratique lors de laquelle le général de Gaulle était au pouvoir. Mais la pratique journalistique en France et la pratique journalistique des journalistes français à l'étranger, elle devrait être la même. Et parfois, on se heurte au même problème. Et évidemment, dès que les intérêts de l'État sont en jeu, on peut être face, même dans nos régimes, à des obstructions, à des mensonges d'État. Évidemment, tous les États mentent. Tous les États mentent. C'est pour ça que les sociétés civiles sont utiles. C'est pour ça que la presse doit être indépendante. Et effectivement, la mémoire de l'Algérie et l'histoire de la guerre d'Algérie, elle reste à faire. Encore. Juste. Merci. Oui, tiens. Elle veut me pousser à la faute. Ce qui est remarquable, moi, je trouve, c'est que, enfin, depuis au SARES, vous vous souvenez de ce général tortionnaire, et les films de, comment s'appelle-t-il, celui qui a fait le rapport justement historique avec pour le gouvernement Stora, Benjamin Stora, merci. On a fait de nombreuses soirées documentaires à la télévision, et je pense qu'on n'a jamais autant parlé de cette guerre. Et donc je trouve qu'il y a là aussi quelque chose de profondément, entre guillemets, rassurant, c'est-à-dire que bon, moi, cette histoire le mot de résilience voilà, il est mis un peu à toutes les sauces, mais il y a là des raisons d'espérer dans nos pays. Et donc il y a un moment
où on finit toujours par sortir le balai du placard et on commence à voir ce qui se passe devant notre porte. Et c'est le travail qui se fait. Et donc, voilà, au moins il y a ça. Je trouve que c'est un petit trésor parce qu'il y a d'autres sociétés dont vous avez toutes parlé qui ne pratiquent pas ce retour sûr. Ou quand elles le pratiquent à une échelle toute petite, Absolument. dont très peu peuvent bénéficier. Encore faut-il qu'ils connaissent les codes, encore faut-il qu'ils aient confiance. Parce que ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et ce qui se passe encore aujourd'hui en Russie, c'est aussi, je dirais, la prééminence du politique du politique institutionnel sur l'information ou du politique partagé, citoyen, sociétal. Et effectivement, j'imagine que la censure en France pendant la guerre d'Algérie, qui n'en était pas une donc, était aussi faite au nom de l'unité nationale et de l'image de l'armée. Et c'est exactement les éléments de discours, et pas que les éléments de discours, les éléments d'idéologie qui sont ceux du pouvoir russe. Oui. C'est pour ça qu'il y a même une dimension, moi je trouve qu'entre la manière dont le pouvoir est incarné aujourd'hui en Russie et dont il est incarné aujourd'hui en Ukraine, il y a presque un choc des cultures. Alors politique c'est sûr, mais même communicationnel. Enfin, il y a une incarnation du pouvoir qui est radicalement différente, qui est même moderne, je dirais, chez Vladimir Poutine et qui est post-moderne chez Zelensky. Donc c'est deux extrêmes du champ de la représentation. C'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a interdit Mémorial. Que ce soit, parce que moi quand je filmais en Tchétchénie il y a 5-6 ans, ils ont Natalia Estemirov qui avait été assassinée, mais c'était la fin de Mémorial et donc il y avait plus de guerre, donc on ne pouvait plus prononcer le mot guerre, donc ça c'était il y a 7 ans, 6-7 ans en Tchétchénie, donc maintenant c'est la même chose en Russie. Donc interdiction de prononcer le mot guerre, il y a eu quand même 150 000 morts en Tchétchénie, donc 25% de la population, 25 à 30% de la population, donc les gens qui ont perdu les leurs, n'ont pas le droit d'aller au cimetière pour pleurer leur mort parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Et les corps ne sont pas toujours rendus. Et les corps ne sont pas rendus, il y en a encore plein dans les fosses communes. Et moi, je filmais les mères qui allaient chercher, il y a encore des fosses partout, et 20 ans après, elles cherchent encore. Et nous, on avait filmé le procès de Koutaïev, qui était un professeur qui avait voulu commémorer le jour de la déportation de tout le peuple tchétchène par Staline. Ah ouais. Parce qu'ils ont été déportés au Kazakhstan. Au Kazakhstan. Mais même ça, il a été arrêté, il a pris 7 ans de prison parce qu'il a voulu parler de ça. Donc il n'y a pas eu de déportation. Donc c'est complètement schizophrène du peuple tchétchène. Mais ça de tout le peuple, hein. C'est-à-dire des grands-parents et arrière-grands-parents de Kadyrov. Hein. Donc on ne peut plus se souvenir de la déportation, plus se souvenir de la guerre. Et ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc non seulement il suspend tous les médias indépendants, mais en plus il interdit la mémoire. Voilà, et public. Donc tous ceux, moi quand je suis arrivée en Russie pour m'installer, j'avais 20 ans, tous les copains russes que j'avais, leurs parents allaient, les archives étaient ouvertes et arrivaient à avoir accès à savoir où leur famille avait été envoyée, dans quel goulag, etc. Et tout ça, c'était incroyable les archives. C'est fini. Et l'historien Dmitriev, l'historien de Mémorial dans le nord de la Russie qui fait justement, qui essaye de faire, je devrais dire, essayer de faire un travail justement de documentation des crimes, des exécutions sommaires et de la répression à l'époque stalinienne dans la région du nord de la Russie, a été accusé de tas de choses, dont des choses dégueulasses du type pédophilie. Sa peine a été confirmée encore de 15 ans et là, depuis aujourd'hui, il a commencé, ce qui est vraiment une terminologie de l'époque stalinienne, il a commencé à être étapé. C'est-à-dire, à l'époque des premières déportations, alors c'est même pré-stalinien, c'est impérial, pardon. Quand on déportait les gens et les révolutionnaires à la fin du 19e siècle en Russie, comme on les déportait de l'ouest vers l'est et qu'il n'y avait pas beaucoup de chemin de fer, ils marchaient beaucoup. Donc ils faisaient des étapes. Et ils allaient par étapes, de l'ouest à l'est, au lieu de relégation. Et donc, on a gardé ce vocable. Cette langue, elle est complètement polluée par la langue de la répression. Et donc, aujourd'hui, hier plutôt, a commencé l'étapisation de cet historien indépendant, qui ne peut pas rendre leur nom aux victimes. D'ailleurs, s'agissant de Dmitriev, je ne sais pas si vous avez vu la sortie aux belles lettres du livre qui s'appelle Sandarmor. Non. Qui est justement Irina Flige, je crois, qui a travaillé avec Dmitriev et qui a publié un livre qui a été traduit en français et qui porte sur justement cette histoire en Carélie, qui est un livre évidemment très, très dur mais très important aussi. Est-ce qu'on a des questions peut-être? On s'arrête là? Non, très bien.
Non, je voudrais juste faire un tout petit contrepoint. Allons-y. Parce que je lis propagande, censure et vérité dans la guerre, et vous avez raison de parler de la Tchétchénie, de la Syrie, de l'Ukraine, bien sûr. Mais propagande, censure et vérité dans la guerre, on a connu ça en France au moment de la guerre du Mali. Il y a quand même eu une tentative du gouvernement français d'instaurer une mini-censure sur ce qui se passait au Mali. A-t-on vu beaucoup d'images, par exemple, des combattants adversaires de la France arrêtés ou tués? Pratiquement aucune. Le CSA a été invité par les autorités de tutelle à réfléchir au traitement de la guerre du Mali. Et a fini par pondre un texte chèvre-chou parce qu'il se sentait très mal à l'aise par rapport aux chaînes de télévision notamment, qui essayait de faire appel à la conscience des journalistes et au respect du téléspectateur auquel il ne fallait pas montrer d'images choquantes. Désolé, la guerre, ce sont des images choquantes. Donc je ne dis pas du tout ça pour minimiser tout ce que vous dites, mais je pense que la propagande, la censure et la vérité en temps de guerre, même dans nos démocraties, elles nous gagnent. Même quand notre pays est impliqué dans un conflit, elle nous vise, nous journalistes, et qu'on doit être excessivement vigilant aussi là-dessus, parce que ça nous pend au nez également, alors à une échelle moindre, et je ne voudrais surtout pas minimiser ce dont vous avez tous témoigné. Mais juste un mot pour t'accompagner. Il se fait que quand on a commencé à nous attaquer sur le Mali, c'était envoyé spécial, et il y avait des images avec des formes oblongues qui étaient au fond d'un puits, et c'était effectivement des personnes. Nous avons été attaqués parce que on soumettait à un spectacle inhumain les téléspectateurs. Et nous avons eu le grand honneur, à ce moment-là, de concocter un DVD entier sur toute l'histoire de la censure et des images censurées à la télévision que nous avons donné aux ministres concernés. Gratos. En plus. Gratos. Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à la couverture de la guerre en Ukraine actuellement. Oui, je vais me lever, excusez-moi. Où on voit qu'il y a quand même des milliers de journalistes sur place, beaucoup de pigistes, beaucoup de journalistes inexpérimentés, comme moi par exemple. Voilà, ça fait pas 5 ans que je suis dans le métier, et j'en ai vu beaucoup partir avec un peu la fleur à l'objectif. Je suis photojournaliste, voilà. Et je me pose cette question, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont pigistes dans mon cas, qui vont avec très peu de moyens. Et est-ce que ça a un réel intérêt? Et est-ce que là, il n'y a pas une contrainte économique qui est très forte sur eux et qui peut les pousser à chercher plus de sensationnalisme? Je pense aux images de Boutcha, où il y a des press tours qui ont été organisées par l'armée ukrainienne. Et est-ce que là, ça va, c'est pas, on va dire, la vérité peut être moins importante quand il y a des contraintes économiques aussi fortes? J'en ai vu partir avec des budgets de moins de 1 000 €. Donc voilà. Moi, je trouve ça très dangereux. Je le dis de confrère à confrère, et c'est pas grave hein, de ne pas savoir. Après tout, moi, la première fois, je ne savais pas. Donc, il y en a toujours une de première fois. Mais quand, par exemple, vous êtes responsable d'une rédac, ce qui peut arriver, ce qui vous arrivera peut-être, d'envoyer quelqu'un comme ça qui vient vous voir ou dont vous réutilisez les images parce que vous savez qu'il envoie un téléphone et que tout de suite vous allez créer le lien. Et je parlais avec des jeunes, et toi Manon, tout à l'heure, l'idée qu'ils aillent comme ça parce que c'est ce qui serait la conquête d'un statut quelque part. Moi, ça me terrorise. Ça me terrorise qu'on mette en péril sa vie. Je vais peut-être dire quelque chose de choquant, mais je ne suis pas sûr que quelque chose vaille d'y perdre comme ça l'existence. Vraiment. C'est trop beau, la jeunesse qui est la vôtre. Donc, ne faites pas ça. Je suis assez d'accord. Je vous le dis si vous êtes tenté. C'est... Juste pour compléter ce que tu as dit, et moi, je sais, je suis dans Tchétchénie, j'avais 25 ans. J'ai découvert après, j'allais pour Canal et Nouvelle Obs, et après j'ai croisé, bien des années après, Alain de Greff, il m'avait, donc patron de Canal. J'avais couvert la guerre en Tchétchénie pendant plus d'1 an et demi, et ça a été vraiment chaud. Et il m'a dit, je me suis rendu compte qu'en fait, on t'avait jamais assuré. Je me suis dit,
Voilà, moi j'habite à Moscou, j'étais pigiste, etc. Moi j'y suis allée. Là, voilà, 10 ans après, 15 ans après, on le prend en rigolant. Mais franchement, sur le coup, je pensais que j'étais assurée. Voilà, mais il s'en voulait. Hein. Il m'a dit, je m'en suis toujours voulu, j'ai jamais osé te le dire. Non, je peux. Voilà. Bon, après, peut-être que l'Obs m'avait assuré, je sais même pas. La Tchétchénie, il y avait beaucoup moins de monde. Et pour le coup, en plus, c'était très clanique. Il y avait un risque de kidnapping, en plus du risque de se prendre des bombes. Et moi, j'y allais, je me faisais toute petite, j'y allais jamais sans un fixeur. Mais à l'époque, un fixeur, c'était très très cher. Mais même maintenant, aujourd'hui, un fixeur en Ukraine, c'est entre 200 et 400 euros. Donc quand on est jeune, pigiste, sans rien, pas de réaction, on ne peut pas payer. Mais moi, les fixeurs, je leur dois d'être encore en vie aujourd'hui, comme le 80% d'entre nous. Donc en Tchétchénie, on avait besoin du fixeur, du chauffeur, parce qu'on ne peut pas louer de voiture, donc on ne savait jamais dans quel clan ils étaient, donc on ne savait pas s'il allait pas nous kidnapper ou pas, mais on se disait, on a quand même des collègues qui nous ont dit non, ceux-là, ça va, ça fait un mois que je suis avec lui, il ne m'a pas kidnappé, c'était chaud. Mais je me mettais avec des journalistes expérimentés. Et on partageait les frais. Et puis évidemment, comme j'étais la plus pauvre et pas de voilà. Enfin, en gros, on sait quand même, on était 2-3. Après, Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu les chiffres là, de 2000 journalistes en Ukraine, c'est effrayant. Et c'est vraiment là que peuvent arriver les accidents. Parce que alors déjà, les médias tours à Boutcha, c'est à vomir. Enfin, franchement, ça donne la nausée parce que c'est pas, on peut pas arriver à une vérité d'un massacre quand on est tous à essayer de vouloir avoir une image et c'est le cadavre, c'est le bon. Enfin, il y a quand même quelque chose de. Et les jeunes, effectivement, qui vont y aller, vont se dire, on va peut-être vouloir avoir la photo ou la vidéo qui sera comme ça, je pourrais la vendre et je serai le premier. Et c'est là malheureusement, on arrive à. Bon, il y a déjà beaucoup de journalistes qui sont morts depuis le début en 2 mois. Voilà, c'est dangereux. Après, moi, j'ai toujours plutôt encouragé les jeunes à partir, mais là, sur l'Ukraine, c'est très compliqué. Enfin, moi, je vais y aller bientôt. Je sais que sans fixeur, on va pas y aller. On peut pas, et même si je parle russe, ça va être compliqué. Je parle pas encore ukrainien, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Et c'est ces fixeurs qui nous sauvent souvent et qui nous font comprendre aussi une vérité. Et donc c'est vrai que après on peut pas empêcher les jeunes de partir. Donc Oui, mais moi ça me fait. Mais faut avoir des assurances. Ouais, je me demande vraiment, je me pose cette question de pourquoi on part en fait. C'est ça. Mais c'est la question fondamentale. Moi je préfère j'en ai dissuadé plusieurs de partir, en leur disant de toute façon vaut mieux pas partir que mal partir. Donc et aussi pourquoi tu y vas s'il y en a d'autres qui peuvent faire le taf peut-être même mieux que toi, quelle pertinence tu vas avoir en fait. Mais faut vous dire quand même que j'ai entendu une fois d'un patron d'agence, c'est quand même qui a dit que c'était quand même une belle opportunité professionnelle. Ouais, c'est oui. Mais après, franchement, c'est une belle opportunité professionnelle, mais lui, il reste ici, non? Je sais pas. C'est à un moment donné. Non, c'est clairement. Il y a la Tchétchénie, la Syrie, c'est là, c'est en Europe, donc forcément. Quand on est jeune et qu'on veut être journaliste, c'est tentant d'y aller, mais il faut vraiment réfléchir. Moi, je rappelle toujours, je reviens à la Tchétchénie, mais je m'approchais de plus en plus de Grozny. C'était en décembre 99, et j'étais pigiste pour l'Obs. Et j'avais 2-3 pages, alors c'était dingue, t'as 25 ans, t'as 2-3 pages, et je voulais aller de plus en plus loin. Et puis, il dit non, à Noël, tu rentres, on te paye un billet pour rentrer en France, et ça suffit maintenant. Et je dis non, je reste. Mais c'est quoi ces patrons? Enfin, c'est quoi ce rédacteur en chef? C'était René Bachmann qui dirigeait le service étranger. Et il me dit non, mais on ne publie plus. Je dis mais c'est n'importe quoi. On ne publie plus. J'ai fait 3 pages tous les jours. Et puis je sais que demain je peux arriver à Grozny. Parce qu'il y a aussi ça. C'est que moi j'étais trop jeune. En fait, j'avais l'impression que j'étais essentielle à la guerre. On n'est pas essentiel à la guerre. On n'est pas essentiel à la guerre. C'est fondamental qu'on y soit, que des personnes y soient, mais on ne peut pas on n'est pas acteur. Donc c'est le moment quand on est jeune. Moi, je sais que je l'avais pas à la bonne distance en fait, parce que j'avais pas été formée, parce que j'étais en empathie, parce que j'étais avec les gens et je voulais continuer à être avec les gens. Et du coup, je l'ai pas cru. Et puis il m'a dit cette phrase définitive: un bon journaliste est un journaliste vivant. Et ça sur le coup beaucoup énervé. En fait, il avait totalement raison et je me l'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour tous les jeunes, c'est-à-dire qu'il faut. Oui, c'est pas une opportunité de carrière, franchement. Il y a plein de manières de raconter le monde, mais il faut y aller en ayant quand même bordé et peut-être s'appuyant avec des journalistes qui ont plus d'expérience et faisant des poules et faisant des choses. Une guerre, c'est pas un tour opérateur, quoi. Merci. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces bonnes paroles. Je ne sais pas si c'est des bonnes paroles. Merci à tous les 4. Merci au public.